J'ai reçu de M. Philippe de Villiers une exception d'irrecevabilité déposée en application de l'article 91, alinéa 4 de notre règlement. Or, évitons tout commentaire. La parole est à M. Philippe de Villiers. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, si j'en juge par le dernier Eurobaromètre, c'est un honneur pour moi de me trouver à cette tribune dans la situation de représenter la France silencieuse, une France majoritaire aujourd'hui, sur des questions qui touchent l'avenir de l'Europe. J'ai préparé, conformément à notre règlement, 3 interventions. La première, au nom de tous les Français frustrés d'un grand débat et d'un référendum sur l'Europe. La deuxième, au nom de tous les Français qui ne veulent pas de l'élargissement à la Turquie, évoqué à l'instant par Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et le troisième, au nom de tous les Français qui ne veulent pas d'une constitution fédérale. Je remercie Monsieur le Président d'avoir veillé à une application loyale du règlement. Je lui en suis reconnaissant. J'aurais pu parler une 4e fois au nom de beaucoup de parlementaires qui sont ici ou qui ne sont pas ici et qui se taisent, mais qui n'en pensent pas moins. 15 ans de salle d'attente. Il aura fallu 15 ans de salle d'attente pour que ces pays de l'Europe centrale et orientale, de l'Europe post-pénitentiaire, et qui ont payé pendant 45 ans de leur sang et de leur silence notre tranquillité, réintègrent l'Europe. L'actualité européenne enchaîne aujourd'hui 2 questions. La première, celle de l'élargissement de l'Europe. La seconde, celle de la constitution de l'Europe. Or, ce sont 2 questions siamoises, évoquées d'ailleurs par tous les orateurs précédents, qui touchent au cœur même de la construction européenne. Où sont les murs de demain et quelle sera la nouvelle architecture? Or, il me paraît prématuré de répondre à la première question qui porte sur l'étendue de la construction, le nombre des pièces, sans connaître les implications de la seconde qui porte sur l'architecture et les fondations. C'est une curiosité bruxelloise et giscardienne que de construire les pièces avant d'arrêter le dessin architectural. C'est la raison pour laquelle je propose de déclarer irrecevable la question des contours tant qu'on n'aura pas eu connaissance du parti pris architectural et tant qu'il n'aura pas été soumis au peuple français. Car l'Europe élargie ne sera pas du tout la même, Monsieur le Ministre, pas du tout la même avec la Turquie et sous l'empire d'une constitution fédérale, quoi qu'on puisse penser par ailleurs. Je voudrais ici faire écho au sentiment de grande frustration des Français, privés de parole
sur l'Europe. J'ajoute privé de France, privé de destin tramé dans l'étoffe des rêves, de la poésie du temps, et privé et choqué par l'absence de débat. Absence de débat dans le pays. Il y a un débat sur l'école, il n'y a pas de débat sur l'Europe. Absence de débat contradictoire, entendons-nous bien. Absence de débat, ça veut dire absence d'abord d'explication. Explication dans la vérité. De plus en plus de questions, de moins en moins de réponses. De plus en plus de doutes, de moins en moins d'éclaircissements. De plus en plus d'interrogations insistantes, de moins en moins d'ardeurs argumentées. De plus en plus de matière à controverse, de moins en moins de confrontations. La peur du référendum tient toute dans ce chassé-croisé entre un malaise grandissant et un débat évanescent. L'enterrement des nations est prévu dans l'intimité entre oligarques. Absence d'explication. Absence d'explication sur le problème numéro 1 de l'Union européenne aujourd'hui. Comment pouvoir sortir des deux dilemmes, j'allais dire mortels, où elle s'est elle-même enfermée. Premier dilemme, le dilemme qui porte sur la démocratie. Plus on transfère de pouvoir à l'Europe, plus on mutile la démocratie et plus les gens décrochent. Le dilemme qui porte sur l'élargissement. Plus on élargit, plus on diversifie et moins le principe d'uniformité et de centralisation apparaît adapté, opérationnel. Derrière cette absence d'explication dans la vérité sur ces deux dilemmes, il apparaît qu'il y a une autre absence plus grave encore, c'est une absence de vision de l'Europe. Je reprendrai le mot prononcé tout à l'heure, je crois, par M. Balladur, la fuite en avant. Nous y sommes. La construction européenne apparaît aux Français comme une sorte d'exercice d'initié nourri de conventions sémantiques, de pétitions de principe, rompues au simulacre. J'ai brisé celui-là. Les simulacres de la temporalité close de l'idéologie. On a donc confié, mes chers collègues, à M. Giscard d'Estaing, le contemporain de Brejnev, le soin d'imaginer l'Europe de demain, de concevoir son avenir, et à d'autres. Mais vous admettrez que M. Giscard d'Estaing joue un rôle très important, un phare, en quelque sorte. Alors, M. Giscard d'Estaing est en phase avec son époque, celle de Brejnev, et il entend réaliser son rêve. Il a réalisé presque la première partie du rêve, c'était de faire une convention de Philadelphie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. La deuxième partie du rêve, c'est de faire les États-Unis d'Europe. Et la troisième partie du rêve, c'est de rester dans l'histoire comme le Jefferson de l'Auvergne. Alors nous voilà repartis pour un énième traité. Vous aurez noté que depuis Maastricht, c'est toujours la même histoire. On a un traité qui est parfait. Parfait à la signature. C'est l'euphorie, c'est la parousie de l'Europe. Et puis quelques jours après, au moment de la ratification, c'est un ratage. Il faut le reprendre. Il faut travailler sur un nouveau traité. Et puis, chaque nouveau traité, très vite qualifié de nouveau ratage,
et chaque nouveau traité devient un avaloir sur le traité suivant. Ce faisant, jamais on n'expose le vrai problème de l'avenir de l'Europe, qui est aujourd'hui, me semble-t-il, engagé dans 3 contresens historiques. Premier contresens, sur le périmètre. Est-ce qu'on fait l'Europe ou l'Eurasie avec la Turquie? Deuxième contresens, sur le projet. Est-ce qu'on fait l'euro-atlantique ou est-ce qu'on fait une Europe indépendante, fondée sur l'indépendance des nations et en particulier la France? Troisième contresens, sur l'architecture. Est-ce qu'on continue avec l'Europe des eurocrates ou est-ce qu'on fait enfin l'Europe des peuples? Au lieu d'examiner ces contresens et d'y répondre, nous nous trouvons devant une sorte d'impératif catégorique: se tenir à l'abri des regards indiscrets du peuple qui ne comprend plus. Absence d'explication, absence de consultation. L'Europe de Bruxelles n'est plus populaire. Ce n'est plus le peuple qui a peur de l'Europe de Bruxelles, c'est l'Europe de Bruxelles qui a peur du peuple, c'est-à-dire de son suffrage. Elle avance, cette Europe de Bruxelles, selon des principes prudentiels, selon la bonne vieille technique de l'empilement, pour rendre les choses inextricables et empêtrer les Gulliver du commentaire. 3 principes prudentiels: continuer comme avant. Deuxièmement, éviter les rencontres avec les Français. Et troisième principe, empêcher que le grondement ne s'exprime dans les urnes. Alors ça donne quoi concrètement? Premièrement, éviter qu'il y ait à l'occasion des élections européennes un débat national sur l'Europe, exprimant par exemple un fort courant d'euroscepticisme. Alors on casse le thermomètre, c'est fait, c'est du beau travail. On dénationalise le scrutin, on l'éclate en scrutins régionaux pour le dénationaliser et le dépolitiser. Deuxièmement, éviter que les Français ne soient amenés à se prononcer sur le principe de l'élargissement. On se souvient de Georges Pompidou qui avait proposé aux Français la question de l'adhésion de la Grande-Bretagne. On aurait pu imaginer, personne ne l'a évoqué, je l'évoque, que les Français se prononcent sur l'élargissement. Troisièmement, éviter à tout prix, naturellement, une consultation sur l'adhésion de la Turquie. Alors là, la recommandation du dernier sommet, je crois que c'est Copenhague, est très intéressante. Décaler, 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 décaler pour mieux sauter. C'est-à-dire empêcher à tout prix, je crois même que c'est la France qui l'a demandé, toute coïncidence de calendrier entre la négociation et les élections européennes. Des fois qu'il y aurait un vase communicant. Alors, en juin, les élections européennes, en décembre, la négociation. Éviter, quatrièmement, à tout prix un référendum sur la Constitution. Mes chers collègues, vous le savez très bien, il n'y aura pas de référendum sur la Constitution. Mais au fait, puisqu'on est au Parlement, je me suis posé une question en préparant ce propos. On n'aurait pas pu envisager que le Parlement français soit saisi, consulté sur le projet de texte constitutionnel, puisqu'en fait, ces représentants méritants, talentueux, n'ont jamais reçu de mandat explicite les enjoignant de rédiger non pas un simple traité, mais une constitution. Quant au peuple, il ne sera consulté qu'à une seule condition, que le vote soit acquis. Et là, les questions qui se posent, vous les connaissez, elles traînent tous les jours dans la presse. Est-ce que les moyens de propagande suffiront?
Et est-ce que l'accord entre l'UMP et le PS sera plus heureux que pour la Corse? Pas sûr. Donc, nous sommes dans l'expectative. Il n'y aura pas de référendum, mais après tout, les élections européennes tiendront lieu d'élections référendaires. Il paraît impensable, je le dis avec gravité, que le peuple français, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de cette Constitution, il paraît impensable que le peuple français, qui a été appelé à adopter par référendum la Constitution de la Ve République, ne soit pas appelé, parallélisme des formes oblige, à adopter également par référendum la Constitution qui va venir la surplomber et, pour tout dire, s'y substituer. Alors on comprend le sentiment de frustration des Français dont je veux me faire ici l'écho, puisque les Français sentent bien que la construction européenne est mise à l'abri du peuple. Oui, il y a un grand malaise. Je voudrais exprimer ce malaise et essayer de l'expliquer. Pourquoi est-on passé en quelques années de l'enthousiasme de commande, au moment de Maastricht, à l'incompréhension, et aujourd'hui de l'incompréhension au désarroi? Il me semble que la première raison, c'est que la perte de souveraineté n'est plus reçue comme une abstraction. Elle est ressentie aujourd'hui comme une mutilation concrète et douloureuse. On a cru longtemps que le concept de souveraineté, c'était une bataille de juristes, la compétence de la compétence, sans grande portée pratique. Vous parlez de souveraineté, mais on ne comprend pas. Soyez concrets. Qu'est-ce que c'est? Ah, aujourd'hui, les choses ont changé. À l'époque, c'est vrai qu'on citait toujours les mêmes exemples, la chasse et les fromages. Et on ajoutait petit malheur catégoriel pour grand bien collectif. Mais maintenant, il suffit de tendre la main sur l'étagère, au jour le jour, il y en a sur tous les rayons, chaque jour, apporte son lot de brimades, son lot de mépris, son lot de morgue. Des commissaires, ayatollahs. Mutilation concrète de nos libertés. La souveraineté, c'est comme la liberté, c'est quand on en est privé qu'on en mesure le prix. On peut, là, dresser un petit inventaire rapide. Pour les ouvriers d'Alstom, de Bulle, de Péchinet, pour les ouvriers de France aujourd'hui, depuis la dernière intervention du commissaire Monti, ils savent ce que ça veut dire que la souveraineté industrielle. Ça y est, on sait. Les commissaires thaumaturges, dont la marotte obsessionnelle est de fusionner les nations et de fabriquer de main d'homme un peuple unique, de subordonner et d'humilier les États, se sont mus depuis quelques semaines, depuis quelques mois, en prenant confiance en commissaires fossoyeurs, prédateurs. Ils font prévaloir aujourd'hui la logique des règles quand ils le peuvent, pas cette nuit. La logique des règles sur la logique des hommes. Je reprends là l'expression, je crois, de M. Raffarin, qui, dans une confession touchante sur TF1, il y a peu de temps, a confessé son souverainisme budgétaire en disant « Je préfère la logique des hommes à la logique comptable, la logique des bureaux ». Comme il avait raison. La souveraineté culturelle. J'étais là, tout en haut de l'hémicycle, et j'écoutais, il y a une semaine, le talentueux Philippe Auberger. Il évoquait le groupe Editis et le groupe Hachette, qui sont suspendus pour leur avenir, si j'ai bien compris, à l'arbitrage des commissaires. Je le cite, après l'avoir bien écouté. Le groupe Editis devait être racheté au printemps dernier par le groupe Hachette, mais l'opération a été soumise
à la Commission européenne qui a publié il y a une dizaine de jours un mémorandum relevant 12 objections sérieuses à cette fusion. Il y a donc un risque, il s'adressait au Premier ministre, que ce groupe très important pour le pluralisme de l'édition en France se désagrège, voire passe sous contrôle étranger. Et il évoquait les fonds de pension américains. Et il pose la question, qu'allez-vous faire? Que faire? Puisque ça n'est plus à nous de faire. La souveraineté fiscale. Tous les restaurateurs de France savent ce que ça veut dire, la souveraineté fiscale avec la TVA pour les restaurateurs, une promesse du président de la République qui n'a pas pu être tenue. La souveraineté budgétaire. Avertissement, sanctions, amendes, le budget de la France et de l'Allemagne qui devait être mis sous curatelle budgétaire comme les travailleurs sociaux dans les maisons de retraite, parfois, dans les cas extrêmes, mettent sous curatelle les très vieilles personnes qui ont perdu la tête. Ça a failli nous arriver cette nuit. Et puis l'Allemagne et la France se sont rebellées. La bureaucratie bruxelloise veut imposer des règles absurdes. Elles sont inapplicables. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne font sauter la banque. Un mort, le pacte de stabilité. La souveraineté alimentaire. On a parlé récemment dans le Nouvel Observateur du souverainisme alimentaire. La Commission propose d'autoriser les OGM. Le Conseil freine. Il résiste. Pour combien de temps? Pour combien de temps encore pourra-t-on préserver nos assiettes de ce que les Anglais appellent la nourriture Frankenstein? Est-ce que la règle à Bruxelles, c'est que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, c'est-à-dire les grands semenciers, les multinationales agrochimiques du Gaucho, du Régent, etc. Le souverainisme se décline de 1000 manières. Je suis souverainiste, cela veut dire, Monsieur le ministre, je n'accepte pas d'être livré aux forces du monde qui viennent briser un à un mes attachements vitaux. Je n'accepte pas que ce soit les forces du monde qui me disent ce que je dois manger, ce que je dois penser, ce que je dois dire. La souveraineté agricole. La France a cédé à Luxembourg. Le ministre Guémard en a été mari. C'était en juin 2003. Pourquoi elle a cédé? Parce qu'elle ne pouvait pas ne pas céder puisque la France a perdu son droit de veto, tout simplement. Et que quand vous n'avez plus votre droit de veto pour protéger vos intérêts vitaux, vous n'avez plus que des banderoles pour manifester et vos yeux pour pleurer. L'Europe a capitulé devant l'Amérique avant le sommet de Cancun en acceptant de démanteler par avance la politique agricole commune. C'est d'ailleurs un chassé-croisé inattendu que je soumets à la réflexion de Mme Lenoir. Car ce sont les souverainistes qui auront été les derniers défenseurs de la préférence communautaire, c'est-à-dire du marché commun agricole, alors que ce sont les eurofédéralistes qui l'auront livré aux lois erratiques d'un marché mondial dominé par l'Empire américain. La commission de plan Fischer en plan Fischer, d'affaiblissement de la pêche en marginalisation de notre agriculture, défait consciencieusement les politiques communes qui ont fondé l'Europe. Le marché commun agricole incarnait une volonté stratégique, la souveraineté alimentaire de l'Europe. La France s'est éteinte, elle ne pouvait pas faire autrement, pas de veto, et l'Europe s'est exécutée. Or, le découplage entre le revenu et le travail, M. Charette sait très bien cela puisqu'il rencontre tous les jours des agriculteurs dans un département voisin, comme M. Hérault dans un département voisin. Qu'est-ce que disent les agriculteurs? Par-delà leur sensibilité, ils disent que le découplage entre le revenu et le travail brise le lien entre l'effort et la récompense, que c'est un système soviétiforme parce qu'il sépare le travail de la rémunération. C'est un système humiliant pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs de la mer. Alors, merci, messieurs les commissaires. Monsieur Charette, quand vous êtes dans le Maine-et-Loire, à mon avis, vous avez un autre discours sur la question de l'Europe agricole. En tout cas, je vous le conseille. Moi, voilà ce que j'entends.
mon voisin qui est agriculteur, voilà ce qu'il m'a dit. Hier, exploitant agricole, demain, jardinier sauf-causien. Hier, pêcheur de poissons, aujourd'hui, pêcheur de fioul. Hier, semeur de récolte, demain, producteur de formulaires. C'est vrai que c'est un changement de métier. Comme dirait le président de la FNSEA, il va falloir s'adapter. Et nous n'aurons plus qu'à accroître nos achats de soja américain, nos génétiquement modifiés, nos achats de blé canadien, de lait néo-zélandais, de viande bovine argentine, il paraît qu'elle est très bonne. La sécurité des approvisionnements de l'Europe sera désormais à la merci, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Fischer, mais ça a l'air de le satisfaire, à la merci d'une sécheresse en Australie, de troubles en Ukraine, d'un embargo américain, d'une crise en Argentine, d'une épidémie de fièvre afteuse en Nouvelle-Zélande, etc. Pendant que nous aurons transformé nos agriculteurs résiduels en jardiniers fonctionnalisés, en forçats dans l'intensif et en planteurs de primes. La seule Europe qui existait vraiment, elle est défaite. Et c'est un terrible échec pour l'Europe et pour la France que celui de Cancun. Ainsi résumé par le commissaire Lamy, le négociateur européen. Je cite, « Nous avons imposé aux agriculteurs européens un sacrifice inutile. » Son postulat est une curiosité qu'on peut ainsi résumer. On est mieux défendu quand on n'est pas défendu par soi-même. Il n'a cessé de nous répéter avant Cancun, je reprends son expression parce qu'elle est savoureuse, Cancun sera un match entre éléphants. Il y aura l'éléphant américain, il y aura l'éléphant du groupe de Cairns, et il faut que l'Europe, ça soit un éléphant. Malheur à qui ne sera pas un éléphant, c'est lui qui parle. Il risque d'être piétiné. Eh bien, en fait d'éléphant, l'éléphant européen était plutôt un bitard poitevin, corps de saumon, tête de fouine et queue de dindon ou de baudet. Car l'improbable synthèse de positions totalement divergentes entre adversaires et partisans de la PAC a fait qu'on a fait un sacrifice en Europe pour rien. Depuis 1992, depuis Maastricht, date à laquelle l'Europe et le monde sont entrés dans la logique libre-échangiste, mortelle, la logique du mondialisme sauvage, dont l'Europe ne se fait pas un écran, mais un relais. Le bilan est celui-ci. Chaque jour, 500 exploitants agricoles quittent la terre en Europe. Chaque jour, 5000 paysans pauvres meurent de faim dans le tiers-monde. C'est un désastre. Je passe sur la souveraineté maritime, non sans avoir dit, étant très concerné par les problèmes de la marée noire dans mon département, que depuis l'ERICA et depuis le Prestige, aucune mesure sérieuse n'a été prise, sauf l'interdiction des bateaux à simple coque. C'est normal, ça ne se fabrique plus. Donc l'Europe prend des décisions sur le vide. Mais pour le reste, aucune. Sur la co-responsabilité affréteur-armateur, aucune. Sur l'interdiction des pavillons de complaisance, aucune. Et pourtant, il y a eu une décision importante de prise. Une. Elle a été prise par M. Chirac et M. Aznar. L'accord de Malaga, en novembre 2002. C'est une décision qui, d'ailleurs, n'est pas conforme au droit européen, qui consiste à repousser les navires poubelles à 200 000 nautiques des côtes. Mais quand vous regardez bien, avec un peu de hauteur, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une coopération interétatique, au sens où M. de Villepin parlait si justement tout à l'heure de la démarche iranienne, c'est-à-dire l'Europe de la coopération interétatique, qui ne passe pas par Bruxelles. Donc la seule décision efficace qui a été prise depuis l'ERICA, le Prestige, c'est une décision de l'Europe interétatique, celle que j'appelle de mes vœux, et celle que vous pratiquez, Monsieur le Ministre, quand vous voulez être efficace. Celle que pratiquait M. Sarkozy à la Baule lorsqu'il a réuni ses collègues pour examiner les problèmes de sécurité, parce que ce matin-là, il voulait être efficace. La perte de la souveraineté, c'est une mutilation concrète, et cette mutilation concrète est aujourd'hui, pour les Européens, un sujet de perplexité. Moi, je me souviens très bien à Maastricht, on nous a dit, et depuis 10 ans,
L'Europe, c'est comme l'huile de foie de morue pour les enfants. C'est forcément un peu désagréable quand on l'avale. Mais c'est bon pour la santé. Petite cuillerée pour Giscard, une petite cuillerée pour Delors, une petite cuillerée pour Mario Monti. Aujourd'hui, une petite cuillerée pour Romano Prodi, parce que c'est dur, ce qui s'est passé cette nuit. Et puis voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens de l'Euroland, qui ont ingurgité l'huile de foie de morue européenne de Bruxelles, regardent autour d'eux, ils sont soumis à la potion de l'euro, et ils découvrent avec le vote suédois qu'on peut être européen, prospère et libre. Ça, c'est extraordinaire. Les 3 pays qui ont refusé l'euro ont 2 fois plus de croissance et 2 fois moins de chômage. Ça veut dire qu'il y a 2 Europes possibles. L'Europe du carcan et du chômage, l'Europe de la prospérité et de la liberté. C'est terrible, parce qu'on peut être européen sans être anti-européen. Comment dirait-on aux Suédois, vous êtes anti-européens? On ne va pas les exclure quand même. On ne va pas les punir parce qu'ils sont prospères et libres. Ça s'appelle la preuve par 9. Et je dirais que cette perte de souveraineté, si on y regardait de plus près, il me semble qu'on y verrait là une cause de ce que beaucoup de gens appellent notre déclin, peu importe le mot. On pourrait parler de désarroi tout simplement. Parce que la perte de souveraineté, c'est une perte de la liberté, au sens du pouvoir, mais c'est aussi une perte de l'unité, de la mémoire et de la transmission. La crise de l'éducation nationale aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne peut plus prononcer le mot national? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, éduquer, quand on considère que la nation est un obstacle à la fraternité cosmique? Est-ce que éduquer, c'est simplement assurer une sorte de paix bancale entre les alvéoles ethniques sur fond de vagues droits de l'hommisme? Un professeur me disait hier, chaque matin, lorsque je reçois mes élèves, je vois des enfants aux yeux boursouflés dont les nouveaux modèles ne sont plus Hugo ou Pasteur, mais les milliardaires footballeurs expatriés, les rêveurs et les lofters, Joestar et Noir Désir. Comment voulez-vous qu'on éduque? Comment voulez-vous qu'il y ait une éducation nationale quand il n'y a plus de nation? Quand on explique à des générations entières qu'elle est vouée à disparaître, à se fondre dans un magma plus large. C'est la raison pour laquelle, si on voulait faire quelque chose d'utile dans ce débat sur l'éducation, on pourrait réintroduire dans les programmes une matière aujourd'hui disparue, la France. Alors comment expliquer, par-delà ce désarroi, le désenchantement qui gagne les Français? Eh bien, mes chers collègues, Monsieur le ministre, il semble bien, il apparaît même évident à beaucoup de Français que les promesses de Maastricht n'ont pas été tenues. Pour l'année 2002, je ne sais pas si ça a été dit à cette tribune, si peut-être par M. Balladur ou M. Charette avant. La France est contributeur net. On cherche des sous partout. À l'Europe, il y en a, puisque la France paye 2,8 milliards d'euros de plus qu'elle ne reçoit. Alors, la question qui se pose, ce n'est pas la question de savoir si c'est trop. La question, c'est quelles sont les contreparties? Est-ce que c'est plus de protection, plus de prospérité, plus de liberté? Les 2 promesses qui étaient faites il y a 10 ans, c'était, et pendant 10 ans, l'Europe bouclier, l'Europe puissance. L'Europe bouclier, il est percé. C'est une écumoire. Le bouclier commercial. En fait, de bouclier commercial, l'Europe ne brandit pour se protéger qu'une éponge de fortune dont elle inonde d'une main lasse son sillage de retraite. On peut même se demander parfois si ce bouclier spongieux n'est pas de fabrication américaine, lorsqu'on voit, par exemple, c'est passé inaperçu,
les infiltrations de la Round Table, le plus puissant système d'influence de la planète, dans le dispositif bruxellois, avec cette fameuse note du 16 mai 2003, qui enjoignait aux Européens de passer à la majorité pour le choix des normes audiovisuelles. Cette note a été co-rédigée avec des hauts fonctionnaires de Bruxelles. L'Union européenne aujourd'hui a le tarif extérieur commun le moins élevé du monde. Il n'y a pas de politique industrielle de l'Europe. Elle freine et elle bloque les alliances européennes qui permettraient de résister. Et les deux exemples les plus récents, et pour moi les plus forts, de cette grande aliénation européenne, concernent les standards du langage comptable et les standards du système d'information. Il aurait pu y avoir, il aurait dû y avoir, et il n'y aura pas de plan comptable européen de l'entreprise. Il aurait pu y avoir un Internet européen. Dans les deux cas, au moment décisif, la construction européenne s'est offerte, tête cendrée, mains ouvertes, aux grands protecteurs de Washington. Et l'Union européenne basculera en 2005 dans le système IFRS. Elle n'a rien fait pour contrecarrer l'ICANN, le centre de commandement mondial sous clé américaine, rien fait pour installer une Europe des serveurs racines. L'Union européenne n'est pas un bouclier contre la mondialisation sauvage. Au contraire, elle en est un relais, une planche d'appel. Tous les jours, l'activité s'en va, quitte l'Europe. 6 photocopieuses sur 10 partent en Chine, 6 logiciels sur 10 partent en Inde. C'est M. Arthuis qui le dit dans un rapport récent et un article de Futurible. Il n'est pas que je sache contre l'Europe. L'Europe est offerte à tous les vents. Elle flotte comme un courant d'air entre les océans. Et regardez l'Amérique en face, sur l'acier, sur le textile. Pas de quartier. Pour l'Amérique, le libre-échange est un article d'exportation. C'est bon pour l'Europe. Mais pour l'Amérique, le protectionnisme n'est pas un gros mot. Le jour où l'Europe se fera vraiment, elle s'appuiera sur 2 piliers. Un qu'elle a détruit, l'organisation de zones de préférence régionale. Et un autre pilier qu'elle est en train de détruire, l'acceptation de protection, au sens américain, de protection nationale, de biens stratégiques. Bien stratégiques, l'agriculture. Bien stratégiques, les industries d'armement, l'énergie nucléaire, la culture, la santé publique. Bien stratégiques. On doit avoir le droit de les protéger. Sinon, une nation n'existe plus. Et il est tout à fait compatible d'avoir des protections régionales, au sens de la préférence commerciale communautaire, et la protection nationale pour les biens stratégiques. Alors, j'ai parlé de bouclier, on pourrait parler du bouclier monétaire. Le bouclier monétaire. Vous vous souvenez de la promesse répétée alors, le 1er janvier 2001. L'Europe va créer une zone autonome de croissance en Europe. L'Amérique n'a qu'à bien se tenir. Je ne dirais pas qui a dit ça. L'Amérique n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? On espère que la reprise américaine sera assez forte pour entraîner l'Europe. C'est pas moi qui parle, c'est le Premier ministre. Comme on dit en rugby, la mêlée est tournée. On attend de l'Amérique qu'elle nous aide. Il n'y a pas plus d'autonomie qu'il n'y a de croissance. Les 3 caractéristiques de l'euro, c'est pas moi qui parle, c'est M. Eric et l'Israël Lévique dans les Échos. Trop compliqué, il freine la consommation. Trop fort, il freine l'exportation. Trop cher, il freine l'investissement. Si on prend un tout petit peu de hauteur, l'Europe fonctionne selon un principe inverse des pays prospères. C'est-à-dire des pays dans lesquels la Banque centrale, dépendante du politique malgré tout, favorise l'entrepreneur plutôt que le rentier. Les pays prospères à forte croissance, aujourd'hui ou hier, ils ont 2 choses que nous n'avons pas. Ils ont des gouvernements indépendants et une banque centrale dépendante. L'Euroland, le contraire. Une banque centrale indépendante, les banquiers ayatollahs, et des gouvernements dépendants, enchaînés à la banque centrale
par le fameux pacte de stabilité qu'on ferait mieux d'appeler le pacte de déflation. C'est-à-dire que les pays européens ont perdu aujourd'hui la maîtrise des deux moyens de dominer les fluctuations de leurs économies, la politique budgétaire et la politique monétaire. L'euro est une camisole. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il a bien fallu une épreuve de force cette nuit pour assouplir le pacte de stabilité. Ceux-là même qui, à cette tribune, ne juraient que par le pacte de stabilité, nous ont expliqué, ben oui, mais il faut l'assouplir. Il était trop rigide. Le bouclier contre l'immigration. Depuis Maastricht, depuis Schengen, est-ce que nos problèmes d'immigration s'évanouissent, se résolvent, s'aggravent? Ils s'aggravent. Avec un changement d'échelle et un changement de nature, puisque nous sommes passés d'une migration de peuplement à une migration de refus. Face à ces deux phénomènes, explosion de l'immigration, implosion de la démographie, l'Union européenne élargit la béance. Qui sait en France, aujourd'hui, qui sait que le 1er mai 2004, les États membres transfèrent à Bruxelles leur politique d'immigration? Je comprends pourquoi M. Sarkozy, récemment, dans une grande émission, a expliqué qu'après avril 2004, il ne savait pas trop ce qu'il ferait. Puisqu'en mai 2004, de toute façon, il n'y a plus aucune politique possible d'immigration. Elle passe entre les mains de Bruxelles. Le droit de veto des États sera alors supprimé, ce qui veut dire que dans le domaine de l'immigration, nous basculerons dans l'État fédéral. L'Europe devait nous protéger, elle nous a désarmés. En 10 ans, s'est installé le communautarisme, par coïncidence, en pleine poussée avec l'émergence d'une politique européenne unique, une frontière unique. Il ne restera plus qu'à attendre l'entrée de la Turquie pour compléter le dispositif et pour préparer une situation imprévisible, une situation de chaos. En préparant cette intervention, Monsieur le ministre, j'ai eu connaissance d'un rapport non publié, non rendu public, un rapport du 14 novembre 2003 du groupe de travail Évaluation collective. Ce rapport est consternant. Je souhaite qu'il soit transmis à tous les parlementaires français. Il révèle l'état incroyable d'impréparation des 10 nouveaux États membres au système de Schengen. La première partie est consacrée à la gestion des frontières. C'est une situation gravement lacunaire. Le constat est terrible. Et il est d'autant plus terrible si on réfléchit au fait que bientôt, la frontière des pays de l'Europe centrale et orientale sera notre frontière extérieure par simple application de la Convention de Schengen. On y trouve des choses stupéfiantes, par exemple sur les visas. Je ne veux pas les lire, je vous fais grâce de toute cette partie technique. Mais enfin, le constat est affolant pour toutes les politiques d'immigration. Le rapport parle en termes soigneusement édulcorés, calculés pour ne froisser personne, et on y trouve des phrases comme celle-ci. Jusqu'à l'adhésion, il est impératif de placer ces pays sous surveillance permanente, en anglais « continuous monitoring », surveillance permanente, en ce qui concerne leur capacité à contrôler et à combattre l'immigration illégale et le travail clandestin. Même s'ils ont adopté une législation conforme aux directives européennes, leur capacité d'action, leur efficacité concrète dans ce domaine est souvent lacunaire, etc. La France connaît aujourd'hui une grave crise de l'immigration. Le nombre des demandeurs d'asile est passé de 20 000 en 1999 à plus de 80 000 en 2002. Et à nouveau plus de 80 000 en 2003, alors qu'il baisse partout ailleurs, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne. Un rapport de novembre 2002 qui a été remis en main propre à M. Sarkozy et que M. Sarkozy n'a pas voulu publier parce qu'il est effrayant. Le rapport Escoffier
évalue le nombre de migrants clandestins annuels à 200 000 personnes. Ces migrants clandestins s'ajoutent aux 200 000 migrants réguliers que la France accueille chaque année, par exemple au titre du regroupement familial. 207 000 exactement en 2002, pour être précis, selon, je cite, le rapport au Parlement sur les titres de séjour du ministère de l'Intérieur. La logique de Schengen est en partie responsable de cet afflux massif de migrants en situation irrégulière. En supprimant progressivement, entre 1995 et 2000, ces contrôles aux frontières nationales, en l'absence de toute frontière extérieure crédible, les gouvernements français ont favorisé un appel d'air considérable sur le territoire français. Avec l'élargissement, cette situation ne peut qu'empirer dans des proportions qu'il est impossible aujourd'hui d'évaluer. La France n'a plus de frontière nationale. Elle dépend pour sa sécurité migratoire d'une frontière extérieure européenne, aujourd'hui largement défaillante, et demain, après l'élargissement, totalement perméable. J'aborderai cette nuit les autres sujets concernant la sécurité, notamment la question qui concerne la police et la lutte contre la criminalité. Je dirais simplement que l'augmentation de la prostitution en France s'explique déjà à 80% par les trafics de personnes humaines en provenance de l'Europe de l'Est. Les pays d'Europe orientale sont aussi des plaques tournantes du trafic de drogue, particulièrement d'héroïne en provenance d'Asie centrale. Mais j'ai parlé d'Europe bouclier, premier slogan de la dernière décennie eurofédéraliste. Je ne veux pas oublier de parler de l'Europe puissance, juste pour dire, ou plutôt pour rappeler ce qu'on nous a dit à l'époque. On nous a dit ceci, vous les Européens, et surtout vous les Français, acceptez d'amputer votre souveraineté, elle vous sera rendue au centuple par Bruxelles. C'est comme si on disait à un athlète, amputez-vous de vos 2 jambes, offrez-les à la science, alors vous courrez plus vite. 10 ans après, que trouve-t-on? Une addition de souveraineté mutilée qui ne produit pas plus de puissance qu'une addition de cul-de-jatte ne produit de vélocité. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas, mais alors pas du tout, une puissance de contrepoids. C'est une puissance additionnelle et supplétive. Et c'est l'honneur de M. Villepin de le savoir et de l'avoir éprouvé au moment de la crise irakienne, avec talent et avec courage. Donc je ne pense pas que sur ce point-là, au moins, il réplique d'une manière contradictoire. Alors pourquoi, au fond, cette Europe soumise est-elle à ce point continentale et atlantique? Je pense pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un génome européen de l'atlantisme. L'Europe à 15 est, du point de vue géopolitique, atlantiste et continentale. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas au monde, contrairement à la France. Elle laisse sans envie la puissance américaine exprimer et imposer sa vision du monde. Pourquoi? Parce que la plupart des nations européennes, vous le savez bien, Monsieur le Ministre, ne sont pas des puissances mondiales, mais des puissances régionales. Donc si Washington, pour peu que Washington vienne soutenir leurs projets régionaux, cela leur suffit. Elles ne voient pas d'inconvénient à ce que, par ailleurs, les États-Unis assurent sans partage la domination sur le reste du monde. Deuxième raison, la volonté des nouveaux pays adhérents. La volonté des nouveaux pays adhérents, c'est d'entrer dans un bloc transatlantique. Václav Havel, lorsqu'il parle de l'Europe, de l'Union européenne, je le cite, il parle de la communauté euro-atlantique.
Et d'ailleurs, symboliquement, l'entrée dans l'OTAN a été le sas propédeutique pour ces pays, avant l'entrée dans l'Union européenne. Je ne rappellerai pas l'épisode des F-16 polonais. On remet un chèque à la Pologne. À la fin du mois, 3 milliards 500 millions d'euros. Pour l'adhésion, le chèque d'adhésion. Entre la dinde et les marrons glacés, la Pologne achète pour 3 milliards 500 millions d'euros des F-16 américains. Voilà à quoi a servi l'argent des contribuables européens. Mais pour eux, c'est naturel. J'expliquerai pourquoi d'ailleurs plus tard. L'Europe a mis 15 ans à les accueillir. L'OTAN a mis moins de temps. Les Américains ont été plus lestes et plus rapides. Et d'ailleurs, je citerai tout à l'heure, je regrette qu'il n'y ait plus de socialistes, ça les a dégoûtés et démoralisés. Mais s'ils étaient là, je citerai François Mitterrand qui a dit, j'aurais rappelé cette phrase célèbre, il faudra des décennies pour qu'ils puissent entrer dans l'Europe. Quelle erreur géostratégique. La troisième raison, c'est que le projet géopolitique des États-Unis d'Amérique, il est très simple, vous le savez bien, puisque vous vous y heurtez tous les jours. Et c'est l'honneur de la France. Un bloc transatlantique contrôlé par Washington et abrité par un dôme protecteur, l'OTAN. Chacun, en fait, entend à sa manière le slogan « L'union fait la force ». Pour les Européens, ça veut dire une addition de puissance. Pour les Américains, une addition d'impuissance. On parle de la future défense européenne. Elle sera fondée sur le fameux concept d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut que les matériels militaires soient OTANO-compatibles. Elle reposera en fait sur deux principes qu'on pourrait ainsi résumer. Uniforme européen, armurerie américaine. Les États-Unis d'Europe, ce sera les États-Unis en Europe. Il n'y a que la France qui pense l'Europe en termes d'Europe puissance. Parce qu'il n'y a que la France qui se conçoit comme une puissance mondiale et pas seulement comme une puissance continentale et atlantique. Bien sûr, il y a l'Angleterre, mais l'Angleterre, M. Blair est venu le dire sur France 2 hier en français, l'Angleterre ne choisira jamais entre l'Europe et le grand large. Elle choisit les deux. C'est le général de Gaulle qui parlait de cheval de Troie. Nous y sommes. Il n'y a que la France qui pense à l'Europe puissance. La troisième raison du malaise que je voudrais maintenant exposer, c'est que le seul mode de correction de la construction européenne, qui pourrait être au fond de faire respirer les États, de sanctionner l'expérience. Par exemple, l'expérience d'un pays tout seul qui tient tête à l'Empire au moment de l'Irak, c'est la France. Ce qui lui vaut un prestige décuplé dans toutes les nations du monde, et spécialement les petites nations, les nations pauvres, les nations démunies. On pourrait donc tenir compte de l'expérience. Eh bien non, au contraire, c'est la fuite en avant. La fuite en avant, pour reprendre le mot de M. Balladur. Merci, M. Balladur, d'être venu ainsi à mon secours. L'élargissement était une occasion historique de passer d'une Europe rigide, disciplinaire, centralisée, à une Europe décentralisée, souple et respectueuse des peuples et des singularités. Et quelle est la réponse? Un peu plus de supranational, un peu plus de rigidité, un peu plus de verrouillage. C'est-à-dire que tout le monde constate aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, le pouvoir, il est lointain. Qu'est-ce qu'on fait? On l'éloigne. Et tout le monde constate, le pouvoir européen, il est peu contrôlé. D'ailleurs, un pouvoir lointain, il est peu contrôlable et il est corruptible. Il y a une bande de francs-filous et de faux facturiers là-bas. Il faudra aller faire un tour. Confère l'affaire Eurostat et tout ce qui traîne et tout ce qui est couvert et qu'on découvrira un jour. Quand vous ne contrôlez pas, c'est la nature humaine.
Alors, il n'est pas contrôlé. Qu'est-ce qu'on fait? On va le contrôler encore moins. On va le rendre alors définitivement incontrôlable. En faisant de Bruxelles, je cite un grand professeur de droit, l'attributaire exclusif des pouvoirs jusqu'ici détenus par les États. Et j'en arrive à mon exception d'irrecevabilité, ma première intervention. Le traité d'élargissement est étroitement lié au projet de Constitution européenne. D'ailleurs, vous l'avez évoqué chacun à votre tour. Or, ce projet de Constitution apparaît d'ores et déjà absolument contraire, quoi qu'on puisse penser par ailleurs, à la Constitution française. Et je prends le pari ici, à cette tribune, que personne n'osera apporter au Conseil constitutionnel le traité lorsqu'il sera signé. Ce qui sera un coup de force dans le coup d'État. Il est évident que la Constitution européenne vise à mettre en place un super-État supranational. On peut être pour, on peut être contre, mais les mots ont un sens. Il faut cesser de dire que le mot Constitution aurait pour l'Europe un autre sens que celui qu'il a pour les nations. Qui dit Constitution dit État. Seuls les États ont une Constitution, tous les États ont une Constitution, même quand elle est coutumière. La Constitution, c'est la règle suprême qu'un peuple souverain se donne pour conférer un statut à son État. Et donc, qui dit Constitution européenne, dit État européen, c'est-à-dire un État européen supra-étatique, ce qui veut dire que la Constitution de la Ve République deviendra une norme inférieure, une sorte de règlement intérieur d'un land, allez, d'un super land, avec des gouverneurs du land qui iront, comme M. Raffarin et M. Sarkozy, la tête cendrée, le cœur en berne, quémander quelques avantages sur le marais près de vin et la TVA sur le disque, là-bas, auprès de nos nouveaux maîtres. Alors, qu'y a-t-il dans cette Constitution? Il y a plusieurs choses qu'il faut ici exprimer à cette tribune, parce que c'est peut-être la seule fois où ça sera fait. La seule fois. La première chose qu'il y a dans cette Constitution, c'est une relation nouvelle entre l'Union européenne et les États. C'est l'article 1.5. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre, et ça doit vous chagriner, que dans la Constitution de M. Giscard d'Estaing, le mot souveraineté a disparu. Il est remplacé par le mot identité. Or, ça n'est pas du tout la même chose. On connaît dans l'histoire des hommes et des nations, des peuples, qui ont perdu leur souveraineté, mais qui ont su garder leur identité. Mais quand vous avez perdu votre souveraineté, naturellement, vous êtes condamné à vivre avec votre identité, comme on vit la liberté avec un zamizdat sous le manteau. Je cite, « L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres. » Quand j'ai fait cette remarque à M. Giscard d'Estaing dans un débat sur France 3, il me dit « Alors ?» Je dis « Ça change tout. » Le texte ne dit pas « L'Union respecte la souveraineté nationale. » Non, c'est fini la souveraineté. Deuxième élément clé, la supériorité juridique du droit européen sur les droits nationaux. C'est l'article 1.10. Je dis bien la supériorité juridique de tout le droit européen sur les droits nationaux. Alors vous me direz, ah mais c'était déjà le cas, la jurisprudence. Oui, mais là c'est solennel, et dans le temps ça portait sur des domaines techniques, alors que là ça porte sur tout, et sur des choses capitales, la sécurité, l'immigration, l'économie, etc., etc. Avec une Cour de justice qui devient de facto la Cour constitutionnelle de l'Union européenne. Et puis il y a la panoplie sémantique à laquelle, monsieur le ministre, vous devez être sensible quand même. Le mot loi
M. Giscard d'Estaing le voulait, ce mot. Ici, il y a des lois. Là-bas, il y aura des lois. Ici, les lois que nous voterons, nous, les coupeurs de citron de la République, enfin, les coupeurs de citron de l'Union européenne, ce seront des lois secondes, des lois d'application. Et les lois là-bas, leurs lois à eux, édictées par la Commission, avec son monopole d'initiative, seront les lois de l'Europe, avec l'autorité du mot. On prend les gens pour des gogos, il faut leur dire, il faut oser leur dire. Et puis, ministre des Affaires étrangères, tiens, ministre, ça y est. Alors, il y avait un hymne, maintenant il y a des lois, il y a la citoyenneté européenne, il y a des ministres, ça y est, il y a le premier, ministre des Affaires européennes. Donc, il y a la panoplie sémantique qui va bien au-delà du changement de terminologie. On est là dans la portée symbolique. Les hommes politiques savent très bien ce que c'est la portée symbolique des mots. Ensuite, l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne. Apparemment, aucun intérêt. Tout le monde s'en fiche. Et pourtant, ça va permettre, par exemple, aux Basques et aux Corses d'aller se faire reconnaître des droits là-bas, à la Cour de justice transformée en cour constitutionnelle, tout simplement parce que les États seront dépouillés de leur mission première qui consiste à assurer la protection des droits et des libertés de leurs ressortissants. La personnalité juridique de l'Union européenne. Alors là, Monsieur le ministre, je tombe de l'armoire. Je ne peux pas penser une seconde que vous acceptiez les conséquences de ce qu'on dit dans les couloirs de Bruxelles. On dit dans les couloirs de Bruxelles que c'est fait pour permettre à l'Union européenne de chipper, de subtiliser, de conquérir le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de la France. Puisque, en fait, l'Union européenne aura la personnalité juridique, elle deviendra un acteur international à part entière. Elle agira, elle négociera non plus au nom des États, mais en son nom propre. Et donc, tout naturellement, un petit coup d'épaule, et on prend la place de la France ou de l'Angleterre. C'est au choix. Mais probablement que la France se dévouera, parce que la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que les Anglais défendent l'Europe. Quand il s'agit de défendre l'Angleterre, la France défend la France en défendant l'Europe. C'est le contraire. Généralisation aussi des décisions à la majorité qualifiée. Alors là, j'ai entendu tout à l'heure des orateurs s'exprimer en disant « c'est génial, c'est formidable, on va multiplier les décisions à la majorité qualifiée ». D'ailleurs, la Commission est affublée de la phrase suivante « elle incarne l'intérêt général européen ». Ça y est, c'est un gouvernement européen, nous y sommes. Quant au Conseil des ministres, il est transformé en institution supranationale. Qu'est-ce que ça veut dire la généralisation de la majorité qualifiée? Ça veut dire que demain, le veto, c'est l'exception. La majorité, ce sera la règle. Ça veut dire qu'entre la Commission et le Conseil, il n'y a plus de différence. Ce sont deux fédéralismes. Commission avec le monopole d'initiative, Conseil avec la majorité. À partir du moment où le Conseil est fondé sur le principe de la majorité, nous sommes dans le fédéralisme. Le Conseil n'est plus l'organe de représentation des nations et des souverainetés. Enfin, un dernier point, la Constitution impose la mise sous tutelle des politiques étrangères nationales au profit d'une politique étrangère unique. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cette politique étrangère unique, soit elle ne se fera pas, ce que sans doute vous pensez au fond de vous-même. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de dégâts. On n'a pas froissé nos partenaires, notamment votre collègue Joschka Fischer, qui a envie d'être ministre à votre place, au niveau de l'Europe. Soit ça se fera. Vous prenez un sacré risque. Parce que si ça se fait, cette politique étrangère unique, elle sera atlantique, c'est-à-dire américaine.
L'affaire irakienne devrait pourtant nous alerter. Pendant qu'à New York, la France brandissait son droit de veto, il y avait à Paris des Français pour la presser d'y renoncer. Comment peuvent-ils vouloir à New York une France aux mains libres et à Bruxelles une France aux mains liées? C'est vous dont je parle à New York. Vous, talentueux et courageux, face à l'Amérique. C'est M. Giscard d'Estaing dont je parle, à Paris, à Bruxelles et à Strasbourg. France aux mains libres, France aux mains liées. Comment peut-on se satisfaire de notre veto pour le monde et l'abolir pour l'Europe? Alors cette exception d'irrecevabilité se double d'une question préalable que je vous soumettrai cette nuit. Comment peut-on débattre de l'élargissement si on ne pose pas préalablement la question du contenu du projet de constitution? Les deux nous sont en permanence présentés comme indissociables. La stratégie d'adoption de ces textes est pour le moins curieuse. Pour les pays candidats, elle conduit en effet à les faire entrer dans une union dont on leur demandera aussitôt après de modifier complètement la philosophie des institutions. Les peuples de l'Est vont entrer dans une union semi-fédérale et 9 jours après leur entrée, on leur demandera d'accepter une modification radicale des institutions sur la base desquelles ils ont procédé à des référendums et donné leur accord. Pour les peuples des pays déjà membres, la procédure est tout aussi étrange. On leur demande de faire les yeux bandés le saut de l'élargissement, sans leur dire quels changements institutionnels en seront demain la conséquence. C'est pourquoi, en tant que parlementaire français, je pense qu'il serait honnête de demander au gouvernement de s'adresser lui-même au Parlement pour savoir quels principes institutionnels nouveaux le Parlement est prêt à accepter, puisqu'il va tout perdre. Autant demander aux condamnés de choisir le bandeau. Parallèlement à l'élargissement, il y a la Constitution. Ce grand élargissement, je le dis en croisant le regard de M. Lequillier, car nous avons un bon souvenir ensemble. Notre première visite en Pologne, nous avions rencontré ensemble Lech Walesa. Ce grand élargissement, c'est une occasion historique gâchée, et c'est grave. Car nous sommes nombreux, effectivement, à avoir attendu le moment où l'Europe, réunie après 45 ans de séparation artificielle, due au communisme, allait pouvoir de nouveau respirer avec ses 2 poumons. Notre joie devrait donc aujourd'hui être sans mélange. Et pourtant, c'est une impression de malaise qui prédomine. Le sentiment que nous avons raté un rendez-vous historique et que cet élargissement différé n'est pas l'union que nous avions espérée au lendemain de la libération des peuples d'Europe centrale et orientale. Que s'est-il donc passé? Il s'est passé que le grand élargissement aurait dû être une réunification, les mots ont un sens, et que cette réunification a été transformée en un rendez-vous manqué, ou plutôt une suite de rendez-vous manqués. L'euphorie des retrouvailles ne débouche sur aucun projet politique novateur pour l'Europe. Rappelons-nous pourtant l'immédiate après 1989, l'euphorie des retrouvailles, l'immense élan de sympathie qui s'empare de nos populations à la suite de la libération des peuples d'Europe centrale et orientale de l'idéologie communiste. Chacun arbore le pins de Solidarność. Aujourd'hui, c'est l'euro qu'arboraient beaucoup de parlementaires. Ce n'est pas le même pins. Chacun a conscience, à ce moment-là, que Walesa, Havel, Landsbergis et tous ceux dont ils incarnent le destin
viennent d'écrire une grande page de notre histoire commune, une page dans laquelle nous nous reconnaissons. Et pourtant, cet enthousiasme populaire, aucun dirigeant ouest européen, et notamment français, faute de vision historique, ne saura le capitaliser à temps et le transformer en un projet politique novateur pour l'Europe qui vient de se retrouver. S'enchaînent alors les rendez-vous manqués. Je citais tout à l'heure François Mitterrand, et maintenant que je vois un représentant du Parti socialiste, je le recite. Voilà. M. Mitterrand a déclaré que les pays d'Europe qui viennent de se libérer ne sauraient rejoindre l'Union européenne, je cite, avant des décennies. Quel dommage. Il présente d'ailleurs à Prague un projet de confédération qui n'est en fait qu'une Europe de seconde classe et un faux-nez destiné à préserver la mise en place du super-État à l'Ouest. En 1992 encore, la Commission institutionnelle du Parlement européen, au lieu du supranationalisme s'il en est, écrivait dans un rapport, je cite, « Il n'est ni possible ni nécessaire que tous les États qui sont européens se rassemblent dans l'avenir en une union. » Donc, pas de réorientation de la construction européenne permettant un accueil immédiat des pays de l'Europe centrale et orientale au sein d'une grande confédération politique européenne. L'élargissement aurait dû être l'occasion d'une réorientation fondamentale de l'Union européenne dans le sens d'une flexibilité devenue indispensable pour répondre à la diversité de ses membres. L'accueil des nouveaux membres au sein d'une grande confédération politique européenne aurait dû être immédiat. Mais au lieu de définir cette nouvelle Europe en s'appuyant sur l'expérience qu'ils venaient de vivre, on leur a imposé à ces pays qui sortaient de prison un parcours du combattant avec les fameuses 80 000 pages de l'acquis communautaire dont se vantait tout à l'heure M. Charette. Ah, c'est beau, c'est intelligent. 80 000 pages, on aurait pu même 180 000 pendant qu'on y est. Est-ce que c'est ça, l'Europe politique qu'on veut construire? On aurait dû penser en termes de coopération intergouvernementale et leur rendre cette coopération accessible d'entrée. Faute d'avoir su engager à temps cette orientation fondamentale, c'est l'OTAN qui va tenir lieu de projet politique. Alors le 1er mai 2004 ne sera pas, pour les nouveaux membres, la grande fête de la réunification du continent qu'elle aurait dû être, mais une admission intéressée, chèrement acquise, âprement marchandée, tardive et consentie, comme à regret par Bruxelles. Ce qui aurait dû être un projet politique fondé sur les aspirations et les valeurs des peuples sortant du communisme devient un processus technocratique et comptable d'extension vers l'Est des normes économiques et juridiques de Bruxelles. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il y a un désenchantement que la France elle-même, si j'ai bien compris, et l'Allemagne envisagent de reformer un couple à part, de refaire chambre à part. On le lit tous les jours dans la presse. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce faux, mais au moment même où on nous parle de la réunification, l'Allemagne et la France repartent ensemble. Méfiez-vous d'ailleurs de ce couple, parce que c'est l'Allemagne qui portera la culotte. Et elle sera de fabrication américaine, malgré tout. Alors oui, les Français sont inquiets, déboussolés. On a parlé de délocalisation. Notre agriculture, notre industrie, notre recherche. À l'heure des raids américains sur nos industries de défense, à l'heure où la Chine ambitionne de devenir la manufacture du monde et le Brésil le nourrisseur de l'Europe, nous ne devons plus gaspiller notre énergie en élaboration d'échafaudages institutionnels supranationaux et contraignants. Nous devons au contraire la consacrer à assembler dans tous les domaines stratégiques les volontés, les compétences, les financements qui permettront à nos pays d'Europe de rester demain indépendants et de créer une force commune. N'oublions jamais que les créateurs d'Ariane, d'Airbus, nous ont montré le chemin en bâtissant des industries aéronautiques spatiales européennes puissantes en se passant de la bureaucratie bruxelloise. Si les peuples européens sont aujourd'hui plus réservés sur l'élargissement, mes chers collègues, c'est aussi parce que
ils ont conscience que l'élargissement qu'on nous présente en cache un autre. Un élargissement peut en cacher un autre. L'élargissement à la Turquie. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles à l'enthousiasme ont succédé le doute et l'interrogation. Cet élargissement sans générosité, mal ficelé, générateur d'amertume multiples, précède un autre élargissement qu'on veut leur dissimuler. Je le dis solennellement pour ne pas provoquer de méprise. L'adhésion des 10 nouveaux membres d'Europe centrale et orientale paraît aller de soi à tous les Français. C'est un retour à la normale, retour dans la famille. Ils sont aussi européens que nous. Mais, vous l'avez d'ailleurs effleuré tout à l'heure, Monsieur le ministre, pour la Turquie, c'est une autre histoire. Je parlerai cette nuit de la Turquie. Je voudrais simplement dire une chose. On nous dit tous les jours, c'est pas vrai. L'adhésion de la Turquie, elle n'est pas décidée. Vous cherchez à faire peur. Ah bon? Eh bien, moi, je dis qu'elle est décidée. Et vous le savez très bien. Même si aujourd'hui, depuis les attentats d'Istanbul, il y a un petit peu de flottement dans les chancelleries. C'est bien naturel. On voudrait nous faire croire que rien n'est fait et que toutes les options restent ouvertes. C'est toujours la même histoire. On ne dessoule pas un ivrogne avec un verre de lait. On habitue les gens. Si on avait parlé de constitution européenne au moment de Maastricht, jamais les gens ne l'auraient accepté. Mais petit à petit, un petit pas, un petit pas. Propagande. Et là, pour la Turquie, on en est au stade, attendez, oh là là, attendez, la négociation n'est pas commencée, les critères de Copenhague, la fameuse temporalité close de l'idéologie avec sa sémantique. La réalité, c'est que l'Union européenne s'est engagée dans une stratégie de non-retour, sans jamais consulter, selon les bonnes vieilles méthodes fédéralistes, les peuples concernés. L'engrenage a commencé d'être mis en place en 1963, vous l'avez dit, avec une promesse d'adhésion précédant l'accord d'association, sous l'amicale pression des États-Unis déjà. Puis il y eut le cap décisif franchi en 1999. Je me souviens d'ailleurs de M. Giscard d'Estaing qui avait dit à Helsinki, l'Europe est morte à Helsinki. Statut d'État candidat officiellement décerné à Ankara par le Conseil européen. Je cite le Conseil européen. La Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union européenne sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres candidats. La Turquie bénéficie d'une stratégie de préadhésion. On fait trompette. Préadhésion. Vous savez ce que ça veut dire, préadhésion? Ça veut dire octroi d'une aide financière très importante pour se préparer à l'adhésion. Quand vous êtes préadhérent, vous touchez déjà. C'est pratique. Troisième étape essentielle, le Conseil européen de Copenhague de décembre 2002. Sommet soumis à une intense pression américaine. Vous devez vous en souvenir puisque le président Bush appelait les autres présidents sur leur portable. Même dans la salle, le président Bush appelait en disant « Attendez, il faut vraiment faire un effort ». Et là, le sommet s'apprêtait à fixer la date de début des négociations d'adhésion avec la Turquie quand la France a fait valoir qu'il serait peu opportun que la question turque vienne interférer avec les élections européennes, en suggérant un coup de pied en touche jusqu'au sommet européen de décembre 2004. Une telle astuce tactique ne pouvait que séduire nos partenaires. Il fut donc décidé que l'Union fixerait en décembre 2004 la date d'ouverture des négociations au vu d'un rapport de la Commission présenté en novembre 2004. Mais même repoussé, chacun comprend, et d'abord le peuple turc, que cette décision équivaut déjà à accepter l'entrée de la Turquie dans l'Union. Et d'ailleurs, Ankara se comporte comme si la Turquie était déjà membre à part entière de l'Union. Elle a participé à la Convention. Qui le sait? Elle est membre de la conférence intergouvernementale en tant qu'observateur. Qui le sait? Elle est associée à la fameuse PESC.
Elle bénéficie d'une coquette aide financière pour se préparer à l'adhésion, dont le montant a été doublé par le sommet de Copenhague. Allez sur le site d'Internet Parlement européen ce soir et vous découvrirez que le Parlement européen parle déjà le turc comme s'il s'agissait d'une des langues de travail de l'Assemblée. Ils ont déjà recruté les interprètes. Le Parlement européen, c'est l'avant-garde. Toujours un coup d'avance. Quant au rapport de la Commission de novembre 2004, il est déjà largement préécrit. Le commissaire à l'élargissement, l'inénarrable M. Verheugen, vient de nous annoncer qu'il serait positif et encourageant. Des dates circulent déjà avec insistance dans les couloirs de la Commission. Début 2005 pour le démarrage des négociations d'adhésion, 2010 pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. Et on peut faire confiance à l'efficacité de la diplomatie turque pour veiller au grain. L'affaire est donc entendue, que les peuples d'Europe se le tiennent pour dit. La campagne des élections européennes ne doit point aborder la question de la Turquie. C'est dangereux, c'est après. Elle n'est pas d'actualité, cette question. Elle est hors sujet, elle est soustraite au débat et tous les eurofédéralistes vont conjuguer leurs efforts pour dire « Chut, la Turquie, on n'en parle pas. C'est plus tard. Il ne faut pas que le peuple français soit amené à entendre parler de l'adhésion de la Turquie, surtout pas au moment des élections européennes. » Donc la Constitution européenne, on va essayer de passer en douce, ça ne va pas être simple, sans référendum. Et la Turquie, ça sera pour après. Décembre 2005, critères de Copenhague, etc. etc. D'ailleurs, petite parenthèse, moi je n'ai jamais réclamé que les racines chrétiennes soient dans la Constitution, vu que je suis contre la Constitution. Mais par curiosité, je me suis intéressé au problème. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait un tel refus. Tout simplement parce que la Turquie a exigé, au nom de la laïcité, M. Erdogan, il a tous les culots, toutes les audaces, parce qu'il est sûr de lui. C'est lui. Au nom de la laïcité, il a dit pas question de mettre les racines chrétiennes, sinon nous on ne pourra pas rentrer. En d'autres termes, il a dit vous expulsez Dieu pour faire entrer Allah. Et naturellement, tout le monde s'est exécuté. Alors en conclusion de cette première intervention, et en vous remerciant les uns et les autres de votre patience et de votre attention, que j'apprécie, et en particulier de la vôtre, Monsieur de Charette, mais je connais votre grande patience, dont Léonard de Vinci disait que c'était une forme du génie. Nous sommes aujourd'hui, et là vous allez m'entendre jusqu'au bout, et peut-être qu'un jour, Monsieur de Charette, vous changerez d'avis. J'attends ce jour avec impatience, la main en visière, vers votre beau département. Nous sommes au point de retournement, Monsieur de Charette. C'est difficile pour vous. J'ai vu à plusieurs moments dans votre regard un peu de tristesse, un peu de désarroi, un peu de désenchantement. Vous me suiviez avec attention, d'autant plus attention que vous vous disiez par moments « et s'il avait raison ?» Eh bien, nous sommes au point de retournement. Comment, au fond, évolue aujourd'hui l'Europe ? Elle évolue encore selon les deux voies de la construction européenne contenues dans le traité de Rome. La voie officielle, centrale, de l'intégration, établie sur un double fédéralisme dont j'ai parlé tout à l'heure, et se nourrissant, comme le Minotaure, des amputations de souveraineté. Et puis la voie résiduelle, périphérique, interétatique, établie sur le veto et qui se nourrit de coopération interétatique. Quand M. de Villepin veut être efficace, il choisit de ne pas passer par Bruxelles, par la Commission, il passe par la coopération interétatique, accord de Malaga, démarche iranienne, etc., etc. Et vous en avez annoncé tout à l'heure en Afrique. Parce que vous savez très bien que si vous passez par Bruxelles, vous ne pourrez pas vous en tirer. Et je voudrais dire à M. Balladur en cet instant que c'est lui qui a lancé le concept de géométrie variable, M. Balladur, sauf erreur de ma part. Attention à ce qu'il n'y ait pas une méprise là-dessus. Parce que si la géométrie variable, ça consiste à faire de l'intégration par la Commission de Bruxelles plus vite que les autres, alors il faut tout de suite dire aux gens, c'est le contraire de la souplesse, c'est un peu plus de rigidité pour ceux qui veulent être plus rigides plus tôt.
Si la géométrie variable, ça consiste à se passer de la Commission de Bruxelles pour faire de la vraie souplesse au sens de la coopération interétatique, par exemple pour se mettre ensemble pour refaire un marché commun agricole, par exemple pour se mettre ensemble pour faire un dôme antimissile, par exemple pour se mettre ensemble dans le domaine scientifique, pour désarmer les centrales nucléaires de l'Est, etc., etc. Par exemple pour se mettre ensemble pour faire une agence européenne des armements. Si cette géométrie variable, elle est fondée sur la coopération des peuples, des entreprises et des nations, au sens d'Ariane, d'Airbus, du CERN, etc., etc., alors on est sûr que ça marchera, puisque la méthode est éprouvée. Donc deux voies, la voie officielle, la voie résiduelle. La voie de l'intégration fédérale, la voie de la coopération interétatique. Nous sommes encore à la bascule. Mais aujourd'hui, l'Europe est à la croisée des chemins. Et le chemin choisi n'est pas le chemin des nations. Au contraire, le chemin choisi semble bien être celui d'un État fédéral qui les contraint et qui les intègre, au sens où le général de Gaulle disait « Si vous voulez faire coopérer entre elles les nations, ne les intégrez pas comme on intègre des marrons dans une purée de marrons. » Or, le chemin choisi, c'est la purée de marrons, je le crains. Alors la question qui se pose aujourd'hui, et que je pose à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est la suivante. Comment évolue l'Europe? Comment évolue le monde? Ou plutôt, comment évolue le monde par rapport à l'Europe? Parce que c'est la question de la modernité. Tout à l'heure, j'ai adressé une petite pique amicale à M. Giscard d'Estaing, qu'on a tous bien connu quand nous étions enfants. Bon, M. Giscard d'Estaing, lui, il veut un État fédéral. Il veut faire les États-Unis d'Europe. Mais est-ce qu'il ne résonne pas dans cette époque qui est la sienne? On est toujours un peu victime de ses souvenirs, de sa culture, de son passé. Est-ce que l'Europe de la Constitution, cette Europe de la rigidité, de la supercentralisation, est-ce que c'est bien l'Europe de l'avenir? Est-ce que l'Europe de l'avenir, ce n'est pas plutôt l'Europe de la souplesse, de la proximité, de la démocratie? Alors regardons autour de nous. Et là, c'est stupéfiant comme spectacle. Comment évolue le monde selon un principe exactement, rigoureusement inverse de l'Europe? Et vous le savez bien, Monsieur le ministre, si nous ouvrons le zoom de nos voisinages planétaires, le monde entier évolue selon un principe exactement contraire à l'Europe, le principe des nations. Certes, l'hyperpuissance américaine, d'une part, et le poids croissant des pouvoirs transétatiques, d'autre part, donnent parfois l'illusion d'une fin générale de la souveraineté étatique. Pourtant, plus que jamais, le monde reste fait d'États souverains. La souveraineté n'est pas une survivance, c'est même l'horizon indépassable des relations internationales. Je voudrais citer, pour terminer, Monsieur le Président, quelques réalités en quelques phrases. Première réalité, la construction européenne, avec sa volonté idéologique qui vise à abolir les souverainetés au profit d'un pouvoir technocratique supranational, est unique dans le monde. Partout ailleurs, les 170 autres États, depuis le Kosovo jusqu'au Timor oriental, pensent leur destin à travers la souveraineté. Il y avait en 1940 États souverains, il y a en 2003 5 fois plus d'États souverains. Deuxième réalité, les peuples qui luttent pour entrer dans l'histoire veulent y entrer par l'État souverain. Je voudrais souligner ici une curiosité en m'adressant à M. de Villepin. Une fois par semaine, je vous lis, je vous entends. Vous et les plus hautes autorités de notre pays, dont vous faites partie. Et que disent les autorités de notre pays chaque semaine? Elles parlent du transfert
du nécessaire transfert de la souveraineté. Est-ce qu'elle parle de la France? Non, elle parle de l'Irak. Alors à chaque fois que je lis une interview de vous dans un journal, je me précipite, nécessaire transfert de la souveraineté. Ah, monsieur le ministre, enfin. Mais quand vous parlez de la France, c'est nécessaire transfert de la souveraineté à Bruxelles. Et quand vous parlez de l'Irak, c'est le contraire. C'est-à-dire que oui, oui, les pays de l'Europe centrale et orientale ne sont plus effectivement occupés par le communisme. Et je comprends votre gêne. Voilà. Et c'est normal qu'une petite apostrophe comme ça, parce que c'est vrai que pour vous, c'est un moment délicat. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Ça veut dire faire son deuil. Voilà. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout, monsieur Lefort. Monsieur De Villiers, il faut conclure, votre temps est terminé. Je conclue. Voilà. Monsieur Lefort. Vous voyez, il a souri, monsieur de Villepin, oui, il a compris, il a tout à fait compris, et il a acquiescé. Bon, alors, concluez, monsieur De Villiers. Mais laissez-le sourire. Bon. Je suis sûr qu'au fond de lui-même, il se dit c'est dommage que ça soit fini. Parce que je le sens qu'il faceille et qu'il vacille. Monsieur De Villiers, j'ai cru comprendre que ça continuerait tout à l'heure. Tout à l'heure, monsieur le ministre. Voilà. Après le dîner. Voilà. Donc je conclue. Merci. En disant ceci. Donc d'un côté, la France, pour la France, la souveraineté, le concept de souveraineté, c'est le passé, c'est périmé, c'est contraire à la liberté. Pour l'Irak, c'est l'avenir, la modernité, la liberté. Troisième réalité, de toutes les unions régionales, il y en a 85 dans le monde qui existent et qui se développent, l'Union européenne est la seule organisation supra-étatique abolissant les souverainetés nationales. Toutes les autres sont organisées en coopération interétatique qui ne remettent pas en cause les prérogatives de souveraineté. Enfin, les logiques de puissance ont changé de nature. Les anciennes notions de taille, d'étendue, d'échelle, de masse critique datent du XIXe et du XXe siècle. Bien sûr, c'est un avantage colossal et considérable d'avoir la taille et la masse critique, mais ça n'est plus suffisant et on peut y substituer autre chose, des réseaux, un avantage technologique, un rayonnement, une influence. Nous sommes entrés dans le monde de la puce et de la miniaturisation. La puce peut tuer le mastodonte, petite nation, nation puissante. Le lance-pierre de David est devenu un laser. Il peut aveugler Goliath. La nation, le concept des nations, enfin, c'est la seule vraie réponse à la mondialisation sauvage. Oui, je le dis en conclusion de cette première intervention, au nom de tous les Français frustrés d'un grand débat et d'un référendum sur l'Europe. La modernité, c'est la liberté de garder sa mémoire, ses affections, la liberté de se projeter dans l'avenir. La modernité, c'est la nation. Merci de votre attention.